Belle voix, bel organe. Vous qui êtes artiste, mon cher Tom Conan, belle montée dans les aigus. Hein. Oui, tout à fait, bel organe. Et j'ai eu peur de ce qu'elle allait suivre, mais effectivement, la voix est très agréable. Écoutez, c'est quand même bizarre quand je parle de bel organe, c'est parce que quelqu'un chante bien, excusez-moi. C'est mon obsession, je ne sais pas. Le professeur Delfrécy a appelé hier au retour massif du télétravail pour éviter une nouvelle vague de contamination. Un télétravail auquel les entreprises sont souvent réticentes. Dans le même temps, on apprenait que le nombre d'espaces de coworking avait augmenté de 60% depuis 2019, après une accalmie logique en 2020, vu les confinements. Un succès causé par trois phénomènes. La multiplication des travailleurs indépendants, le manque de visibilité pour les entreprises qui ne veuillent pas s'engager sur un bail classique de 3 ans, et enfin, pour attirer les candidats, la possibilité de travailler près de chez eux et de leur éviter chaque jour un trajet parfois long et fastidieux. C'est peut-être le nouveau travail hybride que la crise sanitaire a permis d'inventer, d'où notre premier débat, télétravail coworking. Est-ce la nouvelle manière de travailler? Et vous êtes 63,4% à dire non. Avec nous, une des voix de Sud Radio, Jérôme Laverny, directeur général du Réseau national des missions emploi. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Philippe. Est-ce que finalement, la pandémie n'aura pas révolutionné le monde du travail? Immanquablement, une véritable révolution, et j'en veux pour preuve du reste. Une émission qu'on avait réalisée avant la pandémie avec Julia de Funès. Oui, notamment, absolument. On avait parlé et Nicolas Bouzou, je m'en rappelle de mémoire, c'est ça? Et on avait parlé de télétravail en mesurant combien beaucoup d'entreprises, effectivement, y étaient réticentes, qu'elles n'avaient pas les outils pour les mettre en place, ce qui était faux, parce que Teams, Zoom, tous ces logiciels auxquels on est aujourd'hui complètement habitué existaient au préalable, mais personne ne s'en servait. Et il y avait dans l'esprit d'un certain nombre d'entreprises, sans doute, eh bien, une petite réticence tenant aussi au fait que dans télétravail, il pouvait y avoir aussi télé-loisirs. Et donc, c'est un petit peu embêtant cette affaire. Donc, voilà. Donc, là, dans l'intervalle, révolution totale. Teams, Zoom n'a non plus de secret pour personne, à commencer d'ailleurs par Sud Radio, par exemple, et la possibilité d'interviewer des gens à longue distance. Bon, déjà d'une part. Deuxièmement, oui, bien sûr, les entreprises ont été à ce point contraintes de le mettre en place qu'aujourd'hui, dans ces recrutements dont on dit, et c'est vrai, qu'ils sont combien difficiles, tous secteurs confondus, eh bien, on voit des offres d'emploi qui mentionnent d'emblée de jeu une part l'intégralité en télétravail sur une mission. Oui, exemple, 3 jours par semaine de télétravail. Voilà, tout à fait. Parce que c'est un argument vendeur, je dirais, pour capter des candidats aujourd'hui, on sait très bien. Ce qui se passe, par contre, c'est que ça a révolutionné sur un autre aspect qui était plus inédit. En tout cas, c'était plus difficile à prévoir. C'est que ça révolutionne aussi la façon de manager une équipe. Télétravailler pour une personne, en réalité, les gens le faisaient déjà lorsque rentrant chez eux, ils passaient des heures indues le week-end ou le soir à continuer à travailler. Ils télétravaillaient déjà. Bon, donc c'est juste une extension en termes de temps. On va donner la parole aux vraies voix, Jérôme Laverny. Philippe Bilger, qui est un expert en télétravail aujourd'hui. Absolument, Jérôme Laverny. Est-ce que, à votre avis, le télétravail, cette forme de solitude institutionnelle, est-ce qu'elle va aggraver ou alléger le rapport qu'on a avec l'autorité? Et deuxième élément, pour le coworking, est-ce qu'on pourrait penser que la coexistence dans un même lieu d'activités différentes pourrait d'une certaine manière réduire un petit peu un climat de rivalité et de compétition, ou est-ce que c'est l'inverse? Jérôme Laverny. Alors, sur l'autorité, effectivement, il y a un enjeu. Il y a un enjeu car, en fait, effectivement, ce télétravail bouleverse un petit peu la façon de, encore une fois, comme je le disais précédemment, de manager. Et il y a donc de nouvelles pratiques dans les échanges, dans les réunions. Le danger de multiplier les réunions à foison parce qu'elles sont très faciles à pouvoir organiser.
Donc oui, là il y a un véritable enjeu. Sur le coworking, alors là moi je suis complètement réservé. Il est vrai qu'un certain nombre de collectivités locales, territoriales ont mis en place des espaces coworking parce que c'est très dans l'air du temps. Tout un tas d'associations ont présenté des projets là-dessus. Je pense que c'est un leurre, il ne faut pas se leurrer sur le fait que ça reste marginal. Véritablement marginal. Oui, ça peut être... vous savez, la SNCF notamment avait envisagé quelque chose qui était assez chouette hein, à la base, c'est-à-dire de réutiliser des locaux d'anciennes gares complètement désaffectés. J'entends par désaffecter les locaux privés qui étaient destinés aux ex-employés pour justement faire des espaces de coworking. Franchement, le résultat... Alors oui, il y a peut-être une progression de 60%, mais de quoi parle-t-on? Il faut parler aussi en valeur absolue, on part de rien. Donc oui... bon, il y a des espaces, mais il n'est pas là le véritable enjeu du coworking. C'est très chouette si ça peut exister sur certains territoires, why not, mais ça reste quand même largement marginal. Tom Conan. Oui, je pense qu'en fait l'enjeu au-delà de tout ça, effectivement, il est juste, moi je le vois dans beaucoup d'annonces, même des sites anglo-saxons par exemple, qui mettent en avant sans arrêt effectivement le fait qu'on puisse faire du remote work, comme on dit, donc c'est-à-dire du travail à distance. Je trouve que votre accent anglais est moins bon que Philippe Bilger quand il a dit coworking. Franchement, le prenez pas mal, mais je le pense fondamentalement. Remote. Mais non, mais c'est vrai que ça devient vraiment quelque chose de tout à fait central, et aujourd'hui ça peut même être exigé par pas mal de personnes, notamment dans les plus jeunes générations. Mais en fait, au-delà de la flexibilité, du fait que ça puisse réduire aussi les migrations pendulaires, comme vous le savez, c'est-à-dire le fait de devoir se rendre dans le même lieu chaque jour et donc de perdre 1 heure, 2 heures, 3 heures dans les transports, au-delà de ces aspects logistiques évidemment assez évidents, c'est aussi l'équilibre vie professionnelle et vie privée qui est assez central pour les personnes qui ont des enfants, pour les personnes qui habitent éventuellement en province ou qui ont fait le choix justement de faire une sorte d'exode urbain après la pandémie pour avoir une qualité de vie meilleure. J'en connais énormément autour de moi ou qui projettent de le faire bientôt. Donc je pense que c'est ça qui est central. Par exemple, ce qu'on voit aussi, y compris dans par exemple les CSP+, ceux qui sont vraiment très diplômés, qui postulent à des jobs de cadre supérieurs, on voit par exemple, moi je lis énormément d'analyses qui mettent en avant le fait que les personnes veulent aussi pas forcément travailler moins, mais avoir effectivement cette possibilité de pouvoir s'occuper un peu de leurs enfants, de voir des amis, de faire d'autres choses comme ça au sein d'une journée qui peut être compliquée et très chargée, et répartir de manière différente le travail. Donc aujourd'hui, en fait, ce sera beaucoup plus finalement une contrainte qui pèsera peut-être demain plus sur les employeurs que sur les salariés, parce que finalement, ce sera imposé en fait d'en bas. Ça sera du bas vers le haut et non pas l'inverse. C'est eux qui veulent le télétravail. Jérôme Laverny, vous êtes d'accord avec cet analyste de la vraie voie diplômée d'HEC, Tom Conan? Oui, tout à fait. Ça va devoir imposer aux gens et par voie de conséquence aux entreprises de revoir un petit peu l'association vie privée vie pro en la laissant aussi dans le domaine de la vie privée, en renonçant un petit peu à cette espèce de frénésie qu'ont eu certaines entreprises ou autres coachs ou autres spécialistes en développement personnel et parfois impersonnel, comme l'appelait Juliette Funès, à s'imaginer qu'il relevait de l'entreprise de devoir assurer le bonheur de manière générale. Non, ça reste quand même du domaine privé. Par contre, Tom Conan fait aussi référence à autre chose qui est absolument fondamentale et constitue un enjeu majeur par rapport à ce télétravail, et qui dit combien l'emploi est le parent pauvre de l'attention à la fois médiatique et politique. J'entends par là le fait que l'emploi n'intéresse pas. Il y a des experts juridiques, judiciaires, des experts en développement durable, des experts en terrorisme, mais très peu d'experts en emploi. Et regardez bien, on avait fait cette émission avec Juliette Funès. Il était question à l'époque, en tout cas le propos était de dire, tiens, est-ce qu'avec le télétravail, il n'y aurait pas matière à développer certaines régions qui aujourd'hui souffrent d'un certain dépeuplement? Et patatras. Eh bien, et le Covid et le télétravail ont imposé par les circonstances et ont donné une illustration du propos que nous tenions avant la pandémie. Sauf que, regardez bien aussi, eh bien, il n'y a aucune stratégie de l'État pour tout d'un coup surfer sur ce développement du télétravail, pour accompagner le développement de ces régions qui aujourd'hui bénéficient de l'arrivée de certaines personnes. Par quoi? Eh bien, par les transports en commun. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune stratégie du point de vue du prix des billets pour permettre demain à ce que des gens puissent plus commodément et de façon moins onéreuse pouvoir se déplacer d'une région à une autre. Non, ça passe à la trappe, aucune stratégie, voire même on voit des billets très très chers lorsqu'on surfe sur l'annonce éventuellement d'un confinement. C'est véritablement regrettable parce que là, il y aura quelque chose à faire. Lydia Guirousse.
Oui, le développement du télétravail, j'ai deux questions. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut être un moyen de réduire les cas de harcèlement moraux dans les entreprises, puisque les victimes potentielles ne sont plus aux côtés du manager qui serait un manager qui mettrait en place du harcèlement moral et qui dénigrerait son collaborateur. Et deux, est-ce qu'à moyen et long terme, ça ne risque pas de développer la délocalisation de cadres? Je m'explique. On connaît la délocalisation des métiers qui sont plus des métiers d'ouvriers, mais aujourd'hui les entreprises comprennent que, notamment sur des fonctions comme le marketing ou la comptabilité ou la communication qui peuvent se faire à distance, est-ce que demain ils ne se diront pas je peux les délocaliser dans d'autres pays avec des personnes qui sont tout aussi qualifiées mais qui me coûteront 4 à 5 fois moins cher, et donc en France on aura ce problème où on n'aura plus d'emploi de cadres. Est-ce qu'à terme ce n'est pas un risque pour les emplois de cadres? Vrai sujet. Alors, Jérôme Laverny. Parce que je vais prendre un exemple pour rebondir dans le sens de Lydia Guirousse. Aujourd'hui, il y a des centres d'appel de pays francophones, par exemple, qui sont massivement au Maroc, où les gens parlent français couramment et qui coûtent beaucoup moins cher qu'en France. Alors, sur les deux points, Lydia Guirousse a 1000 fois raison, parce qu'on n'en parle pas. En tout cas, c'est jamais évoqué, le harcèlement moral. Hélas, si le harcèlement est moral, et je parle sous l'autorité de Philippe Bilger, il peut être à la fois oral, et malheureusement, il peut être aussi écrit. Et j'ai bien peur que le télétravail n'ait pas la possibilité, en tout cas ne présente pas la perspective de réduire d'une certaine façon le harcèlement qui peut consister par un afflux de mails, et que l'agressivité peut autant être, encore une fois, verbale, orale. Ça donne des éléments de preuve quand ils sont écrits. Oui, un mail peut être tout aussi lapidaire, voire même le silence confortable d'un mail peut permettre une brutalité dans les propos qui est bien plus difficile à adopter quand on a en face de soi la personne. Colin veut réagir. Ouais, en fait, c'est effectivement juste ce risque-là que j'ai effectivement déjà pu percevoir parfois, d'ailleurs moi-même. Mais c'est vrai que pour donner un peu de comment dire, de perspective historique et économique à tout ça, ce qu'il faut quand même aussi comprendre de mon point de vue, c'est que le télétravail, c'est aussi quand même l'aboutissement d'une sorte de projet libéral, pas un projet fomenté, hein, mais de fait d'une sorte de cohérence un petit peu de libéralisation de l'économie, des échanges et de l'ensemble des rapports. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, effectivement, l'idéal, même si vous prenez des vieux théoriciens du libéralisme comme Frédéric Bastiat, par exemple, ou Murray Rothbard, Hayek, etc., ils n'avaient pas forcément pensé télétravail et Zoom et tous ces outils d'aujourd'hui. Néanmoins, ce projet-là a toujours été présent. Le fait effectivement de ne plus avoir de contraintes formelles, de contraintes étatiques, de contraintes juridiques ou de contraintes matérielles, avec Internet aujourd'hui qui permet évidemment de fluidifier tout ça. Et donc ça fait effectivement que demain, si moi j'ai besoin de quelque chose, je peux demander potentiellement à n'importe qui, effectivement quelqu'un en Thaïlande, en France, en Poitou-Charentes, en Allemagne, etc., pour effectuer une tâche. Et d'ailleurs, il y a même des sites, par exemple, il y en a un qui s'appelle Fiverr, qui est un site assez connu de freelance, moi que j'ai beaucoup utilisé à la fois en tant qu'offreur et que demandeur, si je veux dire, qui est un site où vous pouvez justement prendre n'importe quel type de personnes pour un travail de graphisme, un travail de montage, etc., pour des tarifs qui sont d'ailleurs extrêmement bas, et vous êtes en concurrence avec la planète entière. C'est très intéressant parce que vous voyez vraiment ce que ça peut donner d'avoir une économie de ce type-là. Est-ce que finalement c'est vrai ce que dit notre ami Tom Conan, c'est pas la quintessence de la mondialisation? Moi je me souviens, j'avais visité ce site pour faire un logo et vous aviez 300 offres, un designer au Costa Rica, un autre en Thaïlande, un troisième en Argentine, un quatrième en Suède. C'est complètement hallucinant. Et au niveau des tarifs, vous voyez une grosse différence? Colossale. Voilà, voilà, c'est pour ça que ça... C'est vrai, sauf que le niveau calamiteux en anglais en France laisse espérer peut-être que cette mondialisation soit un peu tempérée. Par contre, s'agissant des cadres, il y a quelque chose d'intéressant qui peut se produire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des espèces de rites dans certaines entreprises.
et notamment celui consistant à juger de façon très sévère quelqu'un qui part avant 18h, 19h. Je pense pas, par exemple, dans un cabinet d'avocats, il y ait un salut envisageable à un collaborateur qui partirait à 18h. Très mal vu. Mais là aussi, je parle encore une fois sous le couvert et l'autorité de Philippe Bivière. Il y a plein d'entreprises comme ça où pas de salut, si ce n'est après un départ à 20h. Or, qui en sont les victimes? Eh ben, ce sont les femmes la plupart du temps. Parce que bien évidemment, pour un homme, c'est très facile de rester jusqu'à 22h sur son lieu de travail, 21h, etc. Sauf que dans ce travail qui, hélas, encore aujourd'hui, est largement assurée par un certain nombre de femmes, et ben, la vie en devient beaucoup plus difficile. Or là, le télétravail peut permettre au moins... On va demander, on a une femme dans le studio, Lydia Guirou, vous êtes d'accord avec ça? Ça ne concerne pas que les femmes, mais là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que la période de télétravail qui a été imposée a démontré qu'il y avait un véritable burn-out chez beaucoup de femmes, parce qu'elles se retrouvent sans coupure entre finalement l'espace où elles travaillent et la maison, où elles sont tentées d'aller regarder les tâches ménagères, préparer le repas, tout en répondant à des mails qui n'arrêtent pas. Et puis il y a les enfants qui finissent par rentrer, il faut bien s'en occuper. Donc je ne suis pas certaine que le télétravail, sur ce qu'on appelle la fameuse charge mentale des femmes, soit réduite avec le télétravail. Ça c'est vrai, très court comme Conan. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai vu il y a quelques jours sur l'agence de presse Bloomberg qu'il y avait un pays, le Portugal, qui a rendu très récemment illégal le fait pour les employeurs de contacter leurs employés après les heures prévues au contrat, justement pour réguler le travail à distance. Oui. Ça me semble être extrêmement intéressant. C'est déjà pratiqué en interne de manière un peu libre par des conventions collectives parfois, mais il s'agirait peut-être de généraliser ça pour éviter justement tous ces abus. Jérôme Laverny, le mot de la fin après Lydia Guirou et Tom Conan en 20 secondes. Eh bien, c'est un chantier absolument passionnant. J'espère au moins que ça ne restera pas simplement une étude purement, légale, mais qu'on essaiera d'y réfléchir de façon un petit peu philosophique, pour employer un gros mot, pour essayer de voir comment, en termes de redéploiement régional, en termes effectivement, Lydia Guirou a raison aussi, attention, de danger, de porosité avec la vie privée. En tout cas, il y a un beau chantier. C'est pas une révolution, mais c'est juste un beau chantier à mener. Faisons en sorte, je l'espère, qu'il soit global. On suivra ça avec vous, Jérôme Laverny, sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes directeur général du Réseau national des missions emploi. Verdict sur Twitter, télétravail, coworking, est-ce la nouvelle manière de travailler? Eh bien, vous dites non à 66%. Une petite chronique présidentielle de Philippe Rossi, ça vous dit, les amis? Avec plaisir. Eh bien, c'est tout de suite.